réuni, c'est enregistré, ok. Je suis très content de vous réunis. Il y a eu beaucoup d'intérêt aussi pour voir le replay, donc je suis content de voir l'intérêt qui est porté au sujet. Donc je vais commencer par me présenter brièvement. Donc Cédric Sadin-Sébron. Donc moi j'ai un parcours d'éducateur spécialisé pendant de nombreuses années du côté de la grande précarité, voilà, des personnes qu'on appelle communément SDF, que je préfère appeler les habitants de l'espace public. Donc CHRS, centre d'hébergement d'urgence, SAMU social, jusqu'à peu. Et depuis peu de temps, je suis du côté de la formation supérieure et de la recherche à Océlia, à Lyon. Et ce que je vais vous présenter dans ce webinaire, c'est une enquête que j'ai réalisée dans le cadre d'un Master 2 en sociologie, le Master Anassis à Lyon 2. Donc une enquête que j'ai réalisée sous la direction de Bertrand Ravon et que j'ai réalisée donc, sur le CHRS où je travaillais jusqu'à il y a peu de temps, donc le CHRS Ribou à Lyon, alors qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, mais voilà, je vais continuer à employer le terme de Ribou puisque c'est ce nom-là qu'il avait pendant le temps de mon enquête, dans lequel j'ai exercé pendant 7 ans en tant qu'éducateur spécialisé. Et alors peut-être je vais enlever le partage d'écran pour l'instant, comme ça peut-être vous me verrez plus, puis je le réactiverai après. Il y a eu un glissement de l'enquête, clairement, puisqu'à la base, je souhaitais enquêter sur le temps de l'après-centre d'hébergement. Donc CHRS, centre d'hébergement de réinsertion sociale, comme ça je le dis pour tous. Et je souhaitais m'intéresser au temps de l'après, avec le sentiment qu'on accompagnait les gens à l'accès au logement et qu'après, peut-être on les laissait un peu tomber et on voulait un peu savoir ce qui se passait après. Et en fait, il y a eu vraiment un glissement le temps de l'enquête où finalement les centres qui sont apparus pendant l'enquête, c'était beaucoup autour des temporalités de séjour, vraiment le temps du séjour, quoi. Et notamment la notion d'habiter qui est apparue très fortement. Alors juste 2 mots sur la méthodologie, mais je ne vais pas m'étendre, mais que vous sachiez comment ça s'est passé. Les outils que j'ai employés, c'était beaucoup d'observations ethnographiques de terrain. Voilà, j'ai beaucoup écrit dans des carnets, surtout sur des temps informels, des entretiens avec d'anciens résidents du CHRS partis en logement. Alors logement sous toutes ses formes, hein, logement classique, pension de famille, etc. Et une observation des trajectoires de certains résidents que j'observais plus particulièrement, mais vraiment dans leur accès au logement. Et enfin, ce qui était le cœur de l'enquête, un groupe de résidents co-enquêteurs, donc 4 résidents du CHRS, que j'ai embarqués avec moi, qui ont été co-enquêteurs. Et en fait, ce sont eux qui sont allés faire les entretiens avec les anciens résidents. Et ensuite, on se réunissait tous ensemble et on essayait d'analyser un peu ces entretiens, de voir ce qui en sortait, et eux-mêmes pouvaient réagir là-dessus. Et donc, ces temps de travail étaient enregistrés. Et finalement, c'est ce qui m'a fourni le plus gros du matériau de mon enquête, en fait. C'était vraiment ces temps de travail, en plus des entretiens avec les anciens résidents. Donc voilà, vraiment une recherche-action de type collaboratif, et avec dans mon esprit, dès le départ, l'idée d'une recherche avec une finalité d'utilité sociale, hein, de vraiment pouvoir changer les pratiques de l'institution, donc le CHRS Ribou, enfin, voilà, et l'association LASSO, donc, qui gère le CHRS, mais peut-être aussi plus largement de pouvoir essaimer ça auprès peut-être des autres CHRS, et voire même plus largement de pouvoir faire remonter certaines choses du terrain jusqu'aux financeurs. Et voilà, ce qui est un peu peut-être un des enjeux autour de ce webinaire aujourd'hui. Alors, quelques mots autour du cadre un peu politique et législatif autour de l'hébergement social. Alors, pour certains, vous connaîtrez ça par cœur, mais peut-être que d'autres sont moins familiers. Donc l'hébergement social, c'est financé à quasi 100% par l'État, via ce qu'on appelle les DETS, les directions départementales emploi, travail et solidarité. Et il y a eu une loi qui a été vraiment fondamentale en 2007, c'est la loi que vous connaissez sans doute autour du droit au logement opposable. Et dans cette loi, il y a un article qui est vraiment très important, qui est l'article 4, qui porte sur la continuité de l'hébergement. Donc il dit qu'une personne en centre d'hébergement doit pouvoir s'y maintenir aussi longtemps qu'il y ait une proposition stable qui lui soit proposée pour la sortie. Ce qui a changé radicalement du coup les façons de travailler, puisque avant la loi sur la continuité de l'hébergement, ce qui se pratiquait, c'était plutôt
des nuitées dans les centres d'hébergement, ou 3 jours, ou une semaine, mais rarement plus. Et après, il fallait que les places changent. Voilà, on était vraiment sur une logique de turnover avec un bien rare qu'il fallait partager entre tous. Mais du coup, là, le législateur s'est quand même aperçu que ça ne permettait pas aux personnes de se poser physiquement et psychiquement, et qu'ils avaient d'abord besoin de se poser pour ensuite euh, pouvoir peut-être s'inscrire dans un projet plus d'insertion. Et donc, en fait, cette loi, cet article 4, en gros, il dit qu'en théorie, un CHRS, ça peut devenir un mode d'habitation pérenne, hein, si on pousse la logique à l'extrême, et que même, en théorie, les gens pourraient presque y rester toute leur vie. Mais voilà, on va voir que dans les faits, ce n'est pas ça qui se passe, hein, évidemment. Et du coup, suite à la loi de 2007, il y a eu la création de places qu'on a appelées de stabilisation, qui venaient se rajouter aux places sur l'hébergement d'urgence, qui a une vocation vraiment plus très humanitaire, hein, de mise à l'abri, et aux places dites insertion, où là, on est vraiment sur l'idée du coup de pouce avant de pouvoir revenir au logement classique, quoi. Et donc, ces places stabilisation, c'était vraiment l'idée d'inconditionnalité de l'accueil, pas forcément d'exiger un projet, pas de limitation dans le temps des places, etc. Donc, comme je disais, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé réellement sur le terrain. En tout cas, c'était comme ça que c'était conçu. Par exemple, dans le département du Rhône, donc où mon enquête a eu lieu, la DETS ne reconnaît pas les places stabilisation. Il n'y a que 2 places qui existent où il y a des prix de journée, c'est les places urgence ou les places insertion. Même si les professionnels, entre eux, souvent parlent de stabilisation, mais en réalité, cette catégorie n'existe pas, quoi. L'autre chose importante qui se passe, et là je pense que vous êtes à peu près tous au courant, c'est le déploiement de cette politique du logement d'abord, donc qui est expérimentée depuis 2009, donc généralisée depuis 2008 dans le plan de lutte contre la pauvreté. Donc, donc le logement d'abord qui s'oppose à la politique dite autrefois de politique en escalier, de la politique de l'hébergement social. Donc là, j'ai mon petit schéma qui va bien. Vous avez sans doute tous dû vous voir souvent, mais comme ça, hop. Donc ça, c'est vraiment l'ancienne vision de l'hébergement, où ça se fait par palier, où on part de la rue, alors rue au sens très large, hein, où après on va sur un palier urgence, si les choses se passent bien, on peut passer sur un palier insertion, et ensuite, après, il peut y avoir éventuellement un palier du logement temporaire avant d'accéder au logement autonome, donc qui serait le Graal sacré à atteindre. Ce que propose le logement d'abord, du coup, c'est de faire ça, donc de passer directement de la rue au logement autonome, en disant que le logement, c'est la condition sine qua non pour travailler tout le reste. Et qu'une fois que les gens sont au logement, on travaille l'accès aux droits, on travaille l'accès à la santé, à l'emploi éventuellement, etc., à une pérennisation du logement. Donc le logement d'abord, ça critique, donc c'est une critique forte hein, contre le système de l'hébergement social sur 2 aspects, à la fois sur les temporalités, parce que là on voit bien que toutes ces marches d'escalier, en fait, c'est des parcours qui durent vraiment des années, quoi. Avec tous les risques de rechute que ça peut entraîner, etc. Et deuxième critique sur l'accueil en collectif, où à la base les CHRS avaient beaucoup été créés sur cette idée-là de public qui serait désocialisé et qui du coup en centre d'hébergement via le collectif voilà, pourrait se resocialiser. Et donc ce qui est quelque chose qui était pas mal critiqué hein, depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup on est plutôt sur l'idée que l'accueil en collectif c'est pas forcément très favorable pour les personnes, mais j'y reviendrai. Donc la politique du logement d'abord, elle se base sur le postulat de la capacité de tous à habiter en logement. Ça, c'est un postulat important. Et du coup, les politiques aimeraient réduire l'hébergement du coup à sa fonction vraiment d'urgence, voilà, de l'accident de vie, et la personne se retrouve rapidement sans solution, mais que rapidement, elle va pouvoir aller vers autre chose. Ce qui du coup entraîne une volonté de réduire les durées de séjour en centre d'hébergement, malgré la loi sur la continuité de l'hébergement dont j'ai parlé, hein. Donc du coup, un peu une politique de turnover qui continue. Et ça veut dire aussi une baisse des budgets des CHRS, hein, voilà, il faut financer aussi le logement d'abord. Voilà. Donc il y a une baisse de 3% des CHRS là, qui s'étale sur plusieurs années.
Donc face à ça, le secteur de l'hébergement social essaye de réagir et de s'adapter à cette nouvelle donne. Et du coup, là, ces dernières années, on voit que le parc CHRS a beaucoup évolué avec ce qu'on appelle les monoblocs, hein, donc ces grands bâtiments d'accueil collectif, donc qui ont tendance à disparaître pour aller plutôt vers ce qu'on appelle du diffus, donc qui est plutôt des appartements, voilà, dans la ville, ou des CHRS qui transforment des places en pensions de famille, et cetera, ou voilà, ou des places en diffus qui deviennent des places de logement. Bon voilà, c'est un peu technique, mais parfois même jusqu'à des situations un peu absurdes où on essaye de créer des places de logement à tout prix, même sur des choses où c'est difficile d'appeler ça du logement, quoi. Et là, j'en veux pour preuve sur le CHRS Riboul, donc on a changé de bâtiment il y a 1 an et demi à peu près, avec des chambres et des studios. Et en fait, la DETS a demandé à ce que ces studios-là passent en logement. Donc ça veut dire que concrètement, les gens signent un bail. En fait, ils sont sous-locataires, hein, techniquement parlant. Ils signent un bail, ils peuvent toucher l'APL, mais sauf qu'au quotidien, bah, ils sont dans un CHRS, avec tout ce qui va avec l'accompagnement social obligé par les travailleurs sociaux, avec tout un tas d'interdits, voilà, sur l'interdit d'inviter des gens la nuit, d'avoir des animaux, tout un tas de choses comme ça. Donc, et en plus, ces places-là sont limitées à 18 mois. Donc, c'est du logement temporaire à l'intérieur d'un CHRS, donc ce qui pose quand même vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est qu'un logement. Est-ce qu'un logement, c'est juste signer un bail et toucher l'APL? euh, donc, la politique du logement d'abord, clairement, elle répond vraiment aux besoins, je pense, d'une majorité de personnes sans abri. Euh, il y a eu une enquête, je crois, en 2019, hein, pour essayer sur une enquête un peu qualitative sur les besoins des personnes à la rue. Et dans 76% des cas, la réponse prioritaire des besoins, c'était le logement. Donc on voit que c'est vraiment un besoin prioritaire. Et en plus, on sait que ça coûte moins d'argent à la société, le logement d'abord. Donc ça, c'est un peu l'expérience américaine du Housing First qui a prouvé ça. Donc on pourrait se dire super. Hein, donc, un dispositif plus adapté aux personnes, ça coûte moins cher pour la société. Sauf que ce qui dit 76%, mais dit aussi que 24%, pour 24% des personnes sans abri, ce n'est pas le logement le besoin prioritaire, c'est d'autres choses, c'est la santé, c'est l'emploi, c'est la famille, c'est plein d'autres choses. Et du coup, moi, je me suis un peu intéressé à ces 24%-là, et voilà, et que moi, dans mon travail, j'ai appelé les exclus du logement d'abord, qui sont exclus du logement d'abord un peu sur deux aspects différents, soit pour cause de leur statut administratif. Donc, en gros, c'est des personnes qui n'ont pas le droit de séjour en France, qui n'ont pas le droit de créer des ressources en France, donc qui là dépendent des centres d'hébergement d'urgence, hein, classiquement. Et l'autre partie qui m'a intéressé le plus, c'est les personnes qui sont le moins en capacité de vivre en logement de façon autonome, ou même qui ne souhaitent pas vivre en logement. Et ce public-là, le public classique des CHRS, ben, de plus en plus, on peut penser qu'ils vont être orientés vers le logement d'abord, même si là, pour l'instant, on a du mal à trouver des logements pour tout le monde, mais en tous les cas, à terme, le public classique sera orienté vers le logement d'abord. Et du coup, ceux qui resteront vraiment dans les CHRS, ben, c'est tous les autres qui ont le moins de capacité à vivre en autonomie et qui, du coup, ben, voilà, ont besoin d'un étayage vraiment plus conséquent au quotidien. Et du coup, la crainte, c'est une crainte pour l'instant, hein, des professionnels, c'est une espèce de virage vraiment du côté du sanitaire, quoi, avec des personnes beaucoup plus dépendantes, des besoins d'étayage plus lourds, ce qui du coup engendrerait des investissements du côté d'un personnel plus médicalisé, même au niveau du bâti, du matériel, des choses plus médicalisées, ce qui du coup est un peu incompatible avec une baisse des budgets. Et du coup, on peut aussi penser que des publics plus dépendants, ben, que ça aura un impact sur les durées de séjour, parce que forcément, on aura du mal à les raccourcir, elles auront plutôt tendance à se rallonger. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de tensions et de paradoxes, mais un peu à tous les niveaux et pour tous les acteurs impliqués, autour de ces questions de temporalité. Donc pour le financeur, en gros, il y a le fait de vouloir créer des places de logement parfois un peu à tout prix, versus des personnes qui ne sont pas en capacité de vivre en logement. Et en plus, un marché du logement qu'on sait quand même très compliqué, enfin, surtout dans des métropoles comme Lyon ou Grenoble, par exemple.
Une politique de réduction des durées de séjour, mais versus une loi sur la continuité de l'hébergement qui dit que les personnes peuvent rester autant qu'elles ont besoin. Pour les institutions et donc pour les travailleurs sociaux, bah, il y a cette injonction à un accès rapide au logement versus des personnes qui n'ont pas forcément les capacités ou qui refusent l'accès au logement. Il y a aussi tout ce truc de mettre au centre le choix des personnes, hein, donc la loi 2002, mais en face, on n'a pas le choix de rester, en fait. Donc il n'y a pas de vrai choix. Le seul choix, c'est de partir du CHRS. Et du coup, ben, pour les personnes accompagnées, aussi des injonctions paradoxales avec ce truc où on invite les gens à s'approprier le lieu, à participer, et en même temps, on les incite à ne pas s'installer du tout, quoi. Donc on est toujours dans ce tiraillement entre installe-toi et va-t'en en même temps, quoi. Et des fois, des personnes qui souhaitent rester longtemps, voire toujours, et versus ben, une norme du provisoire qui est toujours bien installée, et même une pression à la sortie qui est assez importante. Donc voilà, ça c'était un peu pour le contexte. Donc on voit qu'il y a pas mal de tensions à pas mal d'endroits. Donc je vais venir un peu sur les observations de l'enquête. Donc mon enquête, elle a été vraiment axée sur les personnes résidentes dans le CHRS. Ça, c'était vraiment un parti pris. Je n'ai pas fait d'entretien avec les travailleurs sociaux, voilà. Quand même un élément sur les travailleurs sociaux qui est quand même apparu assez fortement dès le début, c'est que les travailleurs sociaux de CHRS, ils ont intériorisé une sorte de pression à la sortie rapidement, quoi. C'est ce que j'ai appelé le mythe des 18 mois dans mon travail. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis arrivé sur le CHRS Ribou, on m'a dit: «Il faut que l'ADETE souhaite que les gens ne restent que 18 mois et après il faut qu'ils partent et c'est vraiment trop court, 18 mois», voilà. Et du coup, j'ai intégré cette information, je l'ai moi-même retranscrit aux nouveaux collègues arrivants et je l'ai répercuté sur les personnes que j'accompagnais, sur le fait qu'il vraiment il fallait sortir vite, quoi. Et du coup, dans l'enquête, je suis quand même allé lire les documents, donc ce qu'on appelle le CEPOM, donc voilà, c'est le document signé entre l'État et les associations gestionnaires. Et en fait, ces questions-là n'apparaissent pas de façon aussi précise. Jamais il est dit il faut que les gens restent 18 mois ou 24 mois ou 36 mois. Parce que ce serait impossible de l'écrire en fait noir sur blanc, parce que ce serait incompatible avec la loi sur la continuité de l'hébergement. Par contre, ça apparaît sous favoriser l'accès rapide au logement, voilà, des termes comme ça. Et aussi, bah, dans l'enquête, il est apparu aussi quand même cette pression à la sortie rapide et aux 18 mois, elle se pratique toujours de façon officieuse et en off, mais par les dettes. Donc toujours à l'oral, jamais rien d'écrit, etc. Mais elle est toujours présente. Alors pour revenir sur les observations au niveau des personnes accueillies, alors déjà la première chose vraiment qu'il faut dire, c'est autour de la pluralité des besoins que j'ai observés. Il y a vraiment, les besoins sont extrêmement hétérogènes. Donc on ne peut pas dire que les résidents d'un CHRS, ils veulent ça. Ça c'est pas possible de le dire comme ça. C'est trop, il y a une grande pluralité. Pour certains résidents, effectivement, il y a ce désir de partir vite de CHRS, vraiment cette idée du CHRS comme un lieu tremplin, voilà, le coup de pouce qui va permettre de partir, ce qui est un peu comme ça que souhaitent le voir les politiques. Mais j'ai envie de dire que vraiment, pour la plus part, le vrai besoin, c'est de se poser, quoi. C'est de s'approprier les lieux. Ce qui m'a amené du coup sur la notion d'hospitalité, mais voire plutôt de fiction d'hospitalité en réalité. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression du faire comme chez soi. J'ai trouvé que cette expression était intéressante parce qu'elle a deux sens possibles, quoi. Si on dit d'une personne qu'elle fait comme chez elle, on sera plutôt du côté de ah ben voilà, on ne l'a pas invitée à s'installer, mais elle s'installe quand même. Mais de l'autre côté, il y a le côté, si on dit à une personne fais comme chez toi, ben voilà, on invite la personne à se sentir bien, à s'approprier les lieux, mais quand même, en sous-entendu, il y a quand même aussi le code un peu implicite de l'hospitalité, où on sait que la personne n'est pas vraiment chez elle, quoi. Si j'invite un ami et que je lui dis fais comme chez toi, voilà, je vais lui dire sens-toi bien, mais il est bien entendu que je ne l'invite pas à faire réellement comme chez lui. Il n'est pas question qu'il se mette à revendre mes meubles ou à refaire la déco ou faire voilà, ce qu'il ferait chez lui, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu implicite et j'ai trouvé que ça s'appliquait bien
à ce qui se fait en centre d'hébergement, quoi, où finalement on invite les gens à se sentir chez eux et on leur rappelle un peu en permanence qu'ils ne sont pas chez eux, en fait. Et du coup, moi, je me suis intéressé à ces gens qui, malgré tout, s'installent en CHRS et deviennent des habitants. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un statut d'hébergé, mais que du coup est plutôt quelque chose de passif. Et au fil du temps, ils deviennent des habitants, ce qui est du coup avec un processus assez actif et dynamique. Donc du coup, cet habité, il se traduit de différentes façons. Moi, je l'ai regroupé en 4 grandes thématiques. Euh, le premier, c'est le collectif, donc l'accueil en collectif, alors qui très clairement apparaît plutôt sur le mode subi et plutôt toxique. Donc c'est beaucoup le racket, le vol, la violence verbale, physique, les nuisances sonores, etc. Donc ça apparaît un peu en permanence avec vraiment cette idée d'une espèce d'intranquillité permanente, voire même de violence sous-jacente. Ce qui apparaît aussi beaucoup, c'est le mélange avec d'autres types de publics qui ont des problématiques différentes, et c'est voilà, soit l'addiction, ou soit la santé mentale. Alors, notamment la santé mentale, hein, ça c'est très stigmatisé hein, par les résidents, et beaucoup de gens peuvent dire que pour eux c'était très compliqué d'être mis sur le même stade que des personnes malades, et que du coup ça rendait leur insertion plus compliquée. Mais aussi le collectif qui apparaît parfois plutôt sur le côté vecteur de soutien et de solidarité, quoi. Quelque chose de chaleureux. Il y a beaucoup l'expression de grande famille qui est apparue. Mais voilà, la famille, dans tout ce qu'elle a à la fois de chaleureux, mais aussi de subi, hein, parce qu'on ne choisit pas sa famille. Le deuxième thème, c'est autour du lien avec les professionnels, puisque le CHRS, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de travail également, avec là une grande ambivalence qui va vraiment de la colère contre les professionnels jusqu'à la gratitude, avec tous les degrés entre. Moi, je me suis beaucoup intéressé à tous les phénomènes d'attachement donc entre les résidents et les professionnels, et j'ai beaucoup noté une recherche d'une symétrie avec les professionnels, ce que j'ai appelé une symétrie éthique. Je reprends cette expression à Philippe Mérieux, où voilà, on sait que il y a une dissymétrie de fait dans la relation d'aide par le contexte institutionnel, mais que malgré cette dissymétrie, beaucoup de résidents sont en recherche d'une symétrie, voilà, juste de deux humanités qui se rencontrent. Donc ça se traduit beaucoup par la recherche de liens amicaux avec les professionnels, voire même de rapports de séduction parfois. Un troisième thème, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est donc autour du repos. Donc moi, je l'ai appelé ça le repos d'abord, voilà, un peu en clin d'œil au logement d'abord. Et ça, c'est vraiment un besoin qui est exprimé très, très majoritairement. Les gens qui arrivent en CHRS sont des personnes qui sont souvent épuisées par leur parcours de vie, et leur vrai besoin, c'est de se reposer. C'est pas d'être activé, c'est pas d'être assisté, c'est pas d'être forcément soigné. Ah, attention au micro. Il y a beaucoup l'expression de j'ai besoin de reprendre mes esprits qui est apparue. Et là, on voit beaucoup apparaître aussi ce que le milieu spécialisé a de protecteur en fait par rapport au milieu ordinaire, qui lui est plutôt vu comme excluant et très voilà, il faut être compétitif dans le milieu ordinaire, alors que le milieu protecteur, milieu spécialisé protège. Il y a beaucoup les mots comme la bulle, le cocon qui ont été employés très souvent. Et le quatrième grande thématique, c'est autour de tout ce qui est du bâti et du matériel. Euh, donc à la fois sur les lieux collectifs et sur les lieux privatifs, donc comment les personnes s'approprient leur chambre ou leur studio et les lieux collectifs. Et là, on voit vraiment à quel point le CHRS devient un lieu repère pour les personnes. Ce qui a été très intéressant pendant mon enquête, c'est qu'il y a eu ce déménagement de bâtiments. Donc on est passé d'un vieux bâtiment plutôt en mauvais état à un nouveau bâtiment tout neuf qui a été construit spécialement. Et là, ça a généré des choses très fortes chez les résidents, même de rejet du nouveau bâtiment, alors que les conditions étaient clairement bien meilleures. Même de la part de personnes qui rejetaient beaucoup l'ancien bâtiment, qui disaient c'est de la merde. Et en fait, quand elles sont arrivées dans le nouveau bâtiment, elles disaient non, mais on était mieux dans l'ancien. Alors, ces habitants du CHRS, qui sont-ils? En fait, j'aurais envie de dire que c'est quasiment tous, sauf ceux qui ont vraiment intériorisé cette norme de l'autonomie, vraiment voilà, cette norme du provisoire des CHRS, qui est juste un lieu tremplin, un lieu de passage et dont il faut partir. Mais en fait,
Par contre, tous les autres, je les considère comme des habitants des CHRS. Donc, ce qui comprend aussi bien les situations bloquées administrativement, des gens qui en fait n'ont pas de solution parce qu'ils ont perdu leurs droits en cours de route, enfin, voilà, pour X raisons, ils n'ont plus le droit de travailler ou n'ont plus le droit de toucher des allocations, et du coup, il n'y a aucun projet de relogement qui est possible. Un public qui est grandissant autour des publics vieillissants, où on sait que l'accès aux structures un peu classiques de gériatrie, type les EHPAD, bah, c'est très compliqué pour ces publics-là, parce qu'il y a addiction, parce qu'il y a problèmes de santé mentale, etc. Et très peu de structures, hein, du coup, pour héberger ces publics-là. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Un public que j'ai appelé les personnes désaccordées. C'est un mot que je reprends de Christian Laballe. C'est vraiment des gens qui sont désaccordés par leur parcours biographique, quoi. Des gens qui ont passé toute leur vie entre rue, squat, un peu logement chez des tiers, hôpital psychiatrique, prison, centre d'hébergement d'urgence, hop, repasser à la rue, CHRS, voilà, des vies très fragmentées, quoi. Donc un désaccordage, mais qui ne relève pas pour autant d'une pathologie psychiatrique forcément, quoi. Ce ne sont pas forcément des personnes schizophrènes ou bipolaires, quoi. Et souvent, ces personnes-là se disent incapables de vivre en logement, parce qu'elles en ont peut-être fait l'expérience dans le passé et que ça n'a pas tenu, et qui du coup refusent l'accès au logement. Et donc voilà, ces gens-là demandent beaucoup, émettent beaucoup le souhait de pouvoir rester longtemps en CHRS, voire toujours en CHRS, mais ça, ils l'expriment rarement avec ces mots-là, parce qu'ils savent très bien qu'institutionnellement, ce n'est pas admis. Et une dernière catégorie que j'appelle les personnes sans demande, où là, on est plus du coup sur le versant psychiatrique, quoi, donc des personnes qui n'émettent aucun projet. Du coup, ces différentes catégories que je viens de décrire, je pense qu'elles mettent un peu à mal le postulat du logement d'abord, de la capacité de tous à habiter. Voilà. Ça, c'est pas si évident, en fait, ce postulat-là. Et j'ai envie de dire que de plus, c'est pas parce qu'une personne a la capacité d'habiter en CHRS qu'elle a forcément la capacité de vivre dans un logement autonome. Enfin, la capacité ni l'envie d'ailleurs. De la même façon que Jean Furtos avait dit qu'avoir un logement, ça ne veut pas dire forcément habiter, quoi. Donc voilà, on peut très bien savoir très bien habiter le CHRS, mais ne pas du tout se sentir ou avoir l'envie de vivre en logement. Parce que vivre en logement, ça implique d'autres capacités. En vrac, payer un loyer fixe alors qu'on a des ressources très fluctuantes, gérer les relations de voisinage, supporter la solitude, ou à l'inverse, se protéger des anciens réseaux de la rue. Et ça, on sait que c'est quelque chose de très compliqué pour les personnes qui rentrent en logement, qui sont toujours en lien avec leur réseau de la rue et qui souvent se font envahir par ces anciens réseaux et n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Donc voilà, on voit que ça demande un certain nombre de capacités de vivre en logement et que c'est vraiment autre chose qu'habiter en CHRS. Du coup, au fil de l'enquête, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait un peu deux grands axes qui seraient le vouloir partir et le pouvoir partir. Et qu'une sortie de CHRS, ben, ça passerait par la conjonction de ces deux axes. Et c'est quand il y a les deux qu'une sortie devient possible. Donc, du coup, à partir de cette idée-là, ça m'a fait faire une première catégorie, mais qui était un peu à la hache et un peu caricaturale, mais je vais quand même vous la donner, puis je l'affinerai après. D'une première catégorie, les gens qui veulent partir et qui peuvent partir. Donc ça, j'ai envie de dire pas de souci. Et ça serait même un peu, idéalement, la catégorie à atteindre hein, dans un parcours en CHRS. Alors après, quand je dis vouloir partir, peut-être je devrais dire plutôt que les personnes disent vouloir partir. Parce que parfois, il est aussi observé des dissonances entre le discours annoncé et les actes vraiment posés, quoi. Une deuxième catégorie, c'est les personnes qui veulent partir, mais qui ne peuvent pas partir. Donc pour diverses raisons, alors soit pour les blocages administratifs, hein, parce qu'elles n'ont pas de ressources, mais aussi pour des blocages de type beaucoup plus personnel, type phobie administrative, addiction, santé mentale. Alors quand je dis ça, c'est pas le problème d'avoir le fait d'être alcoolique n'est pas un problème pour aller en logement en tant que soi. Donc on ne va pas refuser à une personne d'entrer en logement, parce qu'il y a des gens alcooliques qui sont en logement, mais c'est surtout les conséquences qu'aurait l'addiction ou la santé mentale
sur le fait, voilà, des démarches pas faites, des rendez-vous zappés en permanence, et qui fait que du coup les démarches n'avancent jamais, que les gens n'arrivent pas à accéder à un logement, quoi. Une troisième catégorie, donc c'est les gens qui pourraient partir, mais qui ne veulent pas partir. Donc ça, c'est vraiment ceux que j'appelle moi les habitants du CHRS, et je me suis beaucoup intéressé à eux. Euh, donc voilà, ils ne formulent pas le souhait de partir, et même ils n'en voient pas le sens. Et ça, c'est une phrase qui est revenue très très souvent là, dans le groupe de travail et dans les entretiens, c'est: mais pourquoi aller ailleurs alors que moi je suis bien ici à Ribou, et pourquoi on me demande d'aller ailleurs, quoi, finalement? Ce qui du coup pose la question: mais est-ce qu'il faut que les gens soient bien en CHRS? Est-ce que ce n'est pas contre-productif par rapport à la mission qui nous est demandée, en tout cas? Parfois aussi, c'est parce que c'est lié à clairement à une peur de partir, alors notamment beaucoup la peur de la solitude, hein, qui apparaît souvent, la peur de devoir gérer tout seul les factures, le loyer, et en filigrane, la peur d'être expulsé au final et de revenir finalement à la case départ de la rue, alors qu'ils ont réussi à se poser en CHRS. Ce qui apparaît beaucoup aussi, c'est une crainte du monde extérieur qui apparaît comme quelque chose de très effrayant, et du coup un besoin d'être protégé, quoi, par le CHRS. Et voilà, et la quatrième catégorie, donc des gens qui ne peuvent pas partir et qui ne veulent pas partir. Donc voilà, donc les gens qui n'ont à la fois ni la capacité ni le souhait de partir en logement, et notamment tous ces gens qui n'émettent aucune demande. Donc voilà, cette première catégorie comme ça un peu à la hache. Euh, donc à un moment, je me suis dit que c'est un peu caricatural, bien sûr, ces catégories, c'est un peu mettre les gens dans des cases, et que finalement, ça ne représente pas tout le parcours que les gens ont en CHRS, et qui est dynamique. Les gens passent par différentes phases et ils ne sont pas dans une case et ils n'en bougent plus, évidemment. Et donc là, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de représenter un peu visuellement les parcours que les gens ont le temps du CHRS, à partir de cette base, vouloir partir, pouvoir partir. Et ça m'a amené à développer un outil que j'ai appelé cheminement, voilà, qui est vraiment, que j'ai développé pour mon mémoire, mais que du coup peut être utilisé dans d'autres cadres, que je vais vous montrer rapidement. Alors, voilà, j'espère que vous le voyez apparaître. Donc ça, c'est la trame vierge de l'outil. Bon, voilà, comme ça, c'est pas très parlant, mais je vous montrerai quelques exemples après. C'est un outil qui s'utilise du coup sur la ligne horizontale. On a l'axe de vouloir partir, donc qui se décline en vouloir partir dès que possible, voilà, vouloir rester longtemps en CHRS, et vouloir rester indéfiniment en CHRS. Donc voilà, je fais un peu de dégradation comme ça. Et sur l'axe vertical, le pouvoir partir, donc qui se décline en voilà, pouvoir partir, parce que la personne rassemble tous les critères et en a les capacités, et ne pas pouvoir partir pour des problèmes, des blocages plutôt de type personnel, et ou le ne pas pouvoir partir, mais plutôt pour des blocages de type administratif. Et donc l'outil se lit du bas à gauche, qui est la situation avant le CHRS, donc de sans logement, donc rue, prison, voilà, et qui irait jusqu'en haut à droite, qui serait la situation d'après le CHRS, la situation avec logement, sous toutes ses formes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de grilles donc, que j'ai fait sur des résidents du CHRS, donc, et notamment beaucoup avec les résidents co-enquêteurs. Donc, on a beaucoup fait ces grilles ensemble, en fait. Je ne vais pas forcément les détailler là, parce que ça prendrait du temps, mais je vous les montre juste à quoi ressemble l'outil. Et oui, le point important, c'est la grosseur des carrés correspond à la temporalité, quoi. Donc, en gros, plus le carré est gros, plus le temps a duré longtemps, et à l'inverse des tout petits carrés, ça veut dire que c'était des phases très rapides. Donc là, on a l'exemple de quelqu'un qui n'avait pas très envie de partir du CHRS et qui finalement a fait un cheminement, mais vraiment personnel, et qui du coup se rapproche de plus en plus de la sortie parce qu'il a l'envie de partir et qu'il peut partir. Là, plutôt le cas d'une personne qui fait blocage au fait de partir, et donc voilà, qui est plutôt du côté ne pas vouloir, mais à la fois pour des raisons administratives et surtout personnelles, parce qu'il y a des mises en place de stratégies pour ne pas partir. Là, le cas d'une personne qui est clairement du côté de vouloir partir, et qui l'a toujours dit comme ça, mais qui a été confrontée à ses blocages personnels, donc là, en l'occurrence, c'était addiction, et qui, du coup, est resté coincé là-dedans et n'a jamais pu sortir de ça, et, bon, et finalement, ça s'est terminé par un retour à la case sans logement via la prison. En tout cas, ce qu'on voit dans ces... Là, je vous en montre juste trois comme ça, hein, j'en ai d'autres, mais
ce qu'on voit, c'est que les séjours, ils sont jamais linéaires, quoi. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Il y a des moments où il ne se passe plus rien pendant très, très longtemps et puis, d'autres moments où au contraire ça accélère tout d'un coup et il y a plein d'étapes très rapides qui arrivent et parfois il y a des retours en arrière, il y a des arrêts, des accélérations et l'autre chose qu'on peut dire, rien qu'en les voyant rapidement, c'est que les parcours sont très hétérogènes. Hem, donc qui dit parcours hétérogène dit impossibilité d'une réponse, unique qui serait, l'accès rapide au logement pour tous, quoi. Donc du coup, ça veut dire de s'adapter, aux besoins des personnes et non pas l'inverse, hein, de demander à la personne de s'adapter à nos réalités institutionnelles. Je vous montre un dernier exemple. Là, c'est une comparaison de 2 parcours. C'est des gens qui ont le même parcours, c'est-à-dire qu'ils ont tous les 2 accédé à des logements sociaux, plus ou moins dans les mêmes durées, hein. On est entre 24 mois pour l'un, 30 mois pour l'autre. Mais par contre, on voit que leur parcours n'a absolument rien à voir, quoi. Il y en a un où c'est très rapide, voilà, il y avait un blocage, de type administratif avec des dettes locatives et une fois que ça a été débloqué, hop, il veut et il accède à un logement social. Pour l'autre personne, un parcours beaucoup plus chaotique où au début il était plutôt sur l'idée de vouloir rester, voilà, retour, aller-retour hôpital, CHRS et petit à petit, un cheminement qui se fait dans sa tête et de vouloir partir, mais malgré tout encore des allers-retours au hôpital et cetera avant d'accéder au logement et ce que je trouve assez fascinant, alors pour le coup là, les 2 personnes que je présente, ils font partie des résidents co-enquêteurs. C'est à quel point ces représentations graphiques, elles, correspondent aux personnalités des personnes. Parce qu'en haut, on a une personne, qui est exactement comme ça, quelqu'un de très posé, qui sait ce qu'il veut et ça va c'est facile et de l'autre côté, ben, on a une personne qui est beaucoup plus en dents de scie, voilà, qui a des pour le coup, c'est une personne bipolaire, en fait et du coup, ça se retraduit vraiment au travers de leur représentation graphique. Donc voilà, cet outil, moi, je l'ai fait pour les besoins de mon mémoire universitaire. Euh, mais du coup, il y a moyen, je pense, de l'utiliser pour tous les professionnels. Alors, à la fois des vues de reporting, hein, pour tout ce qui est rapport d'activité, etc., et pour justement expliquer aux financeurs bah, peut-être sur pourquoi les parcours durent si longtemps, etc. Et je me dis aussi que cet outil pourrait être utilisé en direct avec les personnes au fur et à mesure de leur parcours. Voilà, lors de ces temps de bilan qu'on fait souvent avec eux, ben, cet outil pourrait être utilisé de façon un peu visuelle pour qu'eux-mêmes puissent se situer où ils en sont de leur projet. Et ce qui pourrait aussi être un outil de discussion et de médiation, puisque je pense qu'assez souvent, il y aurait pas les mêmes visions entre ce que la personne pense et ce que les travailleurs sociaux pensent. Donc ça, c'est un outil alors pour le coup, que j'ai protégé, mais qui est complètement libre d'utilisation et d'adaptation, parce que je pense qu'il a besoin aussi d'être adapté structure par structure aux réalités. Sur la dernière partie, hop, j'arrête le partage. La dernière partie de mon travail, du coup, je me suis intéressé, à comment réagissent les institutions et les travailleurs sociaux face à cet, habité qui n'est pas prévu, de base. Hem et en gros, il y a 2 grands positionnements. Bon là, je vais le dire de façon un peu caricaturale, mais donc le premier positionnement qui est autour de l'hospitalité, ou plutôt la fiction d'hospitalité, donc c'est le fameux «faites comme chez vous», qui se traduit à la fois donc par plusieurs choses, par exemple par le bâti, rendre les lieux plus habitables, voilà, donc ça a été le cas par exemple dans le nouveau bâtiment du CHRS Ribou, hein, avec une meilleure isolation, des toilettes dans les chambres, une meilleure isolation phonique aussi, moins de contrôle de la part des travailleurs sociaux parce qu'il y avait un accès indépendant, et cetera. Hem, Autour de l'animation de la vie collective aussi, rendre le lieu agréable, voilà, des mises en place d'activités, donc vraiment l'idée d'un lieu de vie, quoi. Au niveau du règlement intérieur, bah, d'essayer de se rapprocher du milieu ordinaire, par exemple avec la possibilité d'accueillir des gens chez soi. Sur le CHRS Ribot, donc on a autorisé la consommation d'alcool aussi, donc à la fois sur les lieux collectifs et individuels, avec vraiment l'idée de faire comme dans le milieu ordinaire, quoi. Et puis plus globalement, l'idée d'accompagner les personnes dans leurs rêves et non pas dans leurs projets. Donc ça, c'est vraiment une approche qui vient de ce qu'on appelle le rétablissement, hein. Voilà, l'idée de projet, ça c'est un terme très de travailleurs sociaux, alors que quand on parle de rêve, là, pour le coup, ça parle beaucoup plus aux gens, ils peuvent beaucoup plus le formuler.
Et malgré les doutes des travailleurs sociaux, les accompagner, même si leur rêve paraît très irréaliste, bah, les accompagner là-dedans jusqu'à ce que les personnes puissent d'elles-mêmes réviser leur rêve et l'adapter un peu à la réalité de la vie, quoi. Et donc le deuxième grand pôle face à ça, bah, c'est ce qui est quelque chose beaucoup plus du côté des injonctions et des contraintes. Et du coup, c'est plutôt maintenir un chez soi impossible en CHRS, quoi. Donc ça se manifeste de plein de façons dont sans doute, qui sans doute vous parleront pour ceux qui travaillent en CHRS, mais c'est par exemple les contrats de 6 mois, donc renouvelables. Donc malgré la loi sur la continuité de l'hébergement, on continue à proposer des contrats de 6 mois, quoi. Voilà, quelqu'un comme Pascal Noblet parle de maltraitance institutionnelle à ce sujet. Heu, Moi, souvent, je fais la comparaison avec, les contrats de travail, quoi, où en gros, on est en CDI, mais que tous les 6 mois, on devrait re-signer son CDI et avec potentiellement l'idée que peut-être ça pourrait ne pas être re-signé aussi, donc avec toujours cette menace qui plane, donc c'est quand même un certain message qu'on envoie aux personnes sur le fait de: «Vous n'êtes pas chez vous», quoi. Une politique, voilà, autour du projet, vraiment d'activation et de pression à la sortie. Donc ça, j'en ai parlé, mais et ça, même les professionnels s'en plaignent, parfois, où ils parlent vraiment de cette espèce de relogement à tout prix, que souhaiteraient, les financeurs. Ça se traduit aussi par tout ce qui est des interdits dans les règlements de fonctionnement, donc interdiction d'accueillir des gens la nuit, interdiction d'avoir des animaux, parfois interdiction de cuisiner chez soi dans certains CHRS, et cetera. Ça se traduit aussi par l'intimité qui est quand même très mise à mal, avec une institution qui possède les clés, qui peut rentrer chez les personnes. Voilà, même si souvent, je pense, les travailleurs sociaux évitent de le faire et considèrent que la chambre, c'est chez les personnes, mais malgré tout, les personnes savent qu'on peut rentrer chez elles et un peu à n'importe quel moment. Aussi une espèce de contrôle au niveau des absences, où les résidents doivent justifier dès qu'ils s'absentent et ils peuvent même perdre leur place s'ils s'absentent un peu trop longtemps. Et puis, plus globalement, bah, des rapports de pouvoir qui sont quand même inégalement partagés quoi, entre l'institution et les personnes accueillies. Donc là, voilà, c'est vraiment l'idée de la participation et du partage du pouvoir, où, voilà, où les règlements bah, sont écrits par l'institution, globalement, même si voilà, dans la loi, on consulte les personnes, mais globalement, le pouvoir est quand même très inégalement partagé, quoi. Et aussi quand même un pouvoir très important qu'a l'institution, qui est quand même la fin de prise en charge, quoi. Alors, fin de prise en charge, bien sûr, quand c'est dans des cas de violence, dans des cas de non-paiement, là, c'est complètement justifiable, hein, mais il y a aussi quand même des fins de prise en charge pour non-adhésion à l'accompagnement social, ce qui là, quand même, pose vraiment beaucoup de questions sur le choix des personnes, quoi. Et là, on voit que sur cet axe-là, on est vraiment dans la continuité d'une tradition voilà, que certains appellent la punition des mauvais pauvres. Donc les mauvais pauvres qui sont soupçonnés d'être responsables de leur situation, de ne pas faire les efforts nécessaires pour sortir de leur situation. Euh, Pascal Noblet parle d'un système biface quand il parle de l'insertion. Donc c'est un système qui à la fois aide les personnes à retrouver leur autonomie et en même temps punit les personnes si elles n'arrivent pas à retrouver leur autonomie, quoi. Et ce qu'on voit aussi, alors, quand je parle de ces 2 grands positionnements, je ne voudrais pas donner l'idée que, bah, il y a d'un côté les travailleurs sociaux qui sont du côté de l'hospitalité et de l'autre côté, il y a ceux qui seraient du côté plutôt, de l'autoritarisme. C'est pas aussi, voilà, il y a pas d'un côté les gentils et les méchants. J'ai envie de dire que c'est même au niveau individuel de chaque personne. Moi, comme vous pouvez vous en douter, clairement, je me situais plutôt du côté de l'hospitalité, mais je me suis surpris à plein de moments aussi à me dire: «Bah, tiens, mais là, je suis quand même plutôt du côté autoritaire parce que sur telle situation, c'est ça». Donc voilà, j'ai envie d'apporter cette nuance et ce que ça montre aussi, ces 2 pôles, c'est un peu cette espèce de grand écart permanent et cette oscillation qui existe dans tous les CHRS, je pense, entre un lieu, provisoire, donc ce qui correspond vraiment à ce qui est prescrit, à ce que nous demandent, voilà, les financeurs, et un lieu de vie, et ce qui correspond quand même beaucoup plus à la réalité et aux besoins d'un grand nombre de personnes. Je regarde un peu l'heure. Oui, d'accord, je suis très bavard. Donc je voulais, pour terminer, proposer quelques pistes pour repenser l'hébergement social. Mais je pense que là, ça va aller un peu vite, si j'ai plus que 10 minutes. Bon, mais quand même, je vais tout dire. Donc en gros, depuis les années 80, les politiques d'insertion, elles sont beaucoup sur une idée d'activation des personnes, voilà, clairement, il y a quelque chose d'assez, néolibéral, où il faut que les personnes ne dépendent plus de l'aide sociale au final.
Et du coup, des chercheurs, je pense notamment à Marc-Henri Soulet, ont amené cette idée que le tous insérable, c'est un mythe, et qu'il faut sortir de ce mythe-là et accepter que certaines personnes ne seront jamais insérables, et du coup le prendre en compte dans nos pratiques. Et donc lui, plutôt qu'un travail générateur de capacité, il propose un travail qu'il appelle palliatif. Alors, palliatif dans le vrai sens du mot palliatif, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt dans l'idée de soulager sans pouvoir guérir. Et donc, il se traduit plutôt par l'idée de maintien et de rétablissement de la dignité. Voilà, il parle plutôt, lui, de pouvoir-être. On parle souvent de pouvoir d'agir, lui, il parle plutôt du pouvoir-être. Et, et que l'horizon serait plutôt d'arriver à avoir des conditions d'existence pas trop mauvaises, c'est son terme, avec l'idée que ce ne serait pas l'idée d'emmener les gens vers un objectif qui souvent est inatteignable, mais ce serait plutôt de les éloigner d'un danger trop grand et de les protéger. Donc, ce qui est un peu la politique, par exemple, de la réduction des risques en addiction. Un autre point un peu théorique sur lequel je veux m'attarder, c'est autour de la notion d'autonomie qu'on utilise dans notre secteur. Donc, l'autonomie, à la base, le vrai sens du mot autonomie, ça veut dire choisir pour soi-même. Mais clairement, il y a eu un glissement de sens, et surtout dans le champ de l'insertion, où autonomie, ça devient faire seul et ne plus avoir besoin de l'aide sociale. Donc c'est clairement néolibéral. Et du coup, maintenant, autonomie, ça devient synonyme d'indépendance. Et il faut que les gens soient indépendants, et c'est ça qui est bien. Donc du coup, et dans le travail social, on a un peu deux définitions de l'autonomie qui cohabitent, hein. Au niveau de l'insertion, on a vraiment cette autonomie indépendance, où le fait de ne pas être indépendant, c'est considéré comme une déviance et ça doit être quelque chose de transitoire. C'est pour ça qu'elle est lieu provisoire. Et voilà, il y en a vraiment autour de l'idée du mauvais pauvre, hein, s'il n'arrive pas à être indépendant. Et à côté de ça, par contre, on a une autonomie qui est plus du côté de l'interdépendance et qu'on trouve beaucoup plus dans le champ du handicap, où là, on reconnaît que nous sommes tous interdépendants et du coup, on accepte aussi la dépendance des personnes accompagnées, quoi. Donc l'autonomie, ça doit plutôt être vu vraiment comme la possibilité de définir ses buts. Donc on est plus sur une autonomie relationnelle. Euh, et du coup, je pense que dans l'insertion, il y a un vrai intérêt à repenser l'autonomie de ce côté-là, c'est-à-dire l'autonomie comme la liberté de choisir ses interdépendances, et pas dans l'idée de faire seul. Euh, alors là, je vais passer quelques parties, parce que ça va un peu vite, et puis je pense que peut-être vous avez envie aussi d'avoir des choses un peu concrètes. Donc, je vais plutôt passer sur des pistes de travail pour essayer de repenser l'hébergement. Alors, dans les pistes de travail que je vais dire, clairement, il y en a qui… Alors, vous allez vous dire, bah, OK, ça, on peut le mettre en place facilement, rapidement, mais aussi, il y en a tout un tas d'autres. Vous allez dire, bah, non, ça, c'est pas possible parce que les politiques sociales, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, là, c'est dans un deuxième temps où il y aurait un besoin de faire un travail, de faire remonter ça aux financeurs. En tout cas, on voit que moi, j'ai quand même vu qu'il y a une espèce de manque structurel pour toutes ces personnes qui ne peuvent, voilà, tous ces exclus du logement d'abord, quoi, et qui se retrouvent dans les CHRS. Alors bien sûr, il y a des structures un peu alternatives qui ont été créées, comme les résidences sociales, les pensions de famille, mais qui malgré tout ne correspondent pas aux besoins de toutes les personnes. Et moi, je me dis que plutôt que de créer à nouveau un nouveau type de structure, l'idée, ce serait plutôt de faire évoluer les CHRS pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Parce que quand même, clairement, la question en ce moment, avec le logement d'abord, les CHRS doivent quand même prouver leur pertinence et leur utilité, quoi. Et, euh, et je pense ce qui serait intéressant de dépasser le clivage un peu entre hébergement d'un côté, logement d'un côté, ce qui en fait est assez technique. D'ailleurs, on l'a vu avec les studios dans le CHRS Rebook qui sont du logement, mais qui sont dans un CHRS. Et ça, c'est pas très intéressant. Et de penser plutôt en termes d'habitat, ce qui serait quelque chose de beaucoup plus global. Et où du coup, la différence, ça pourrait plus être entre de l'habitat individuel, voilà, type appartement, enfin peu importe, et de l'habitat collectif d'un côté, où là, ça pourrait très bien rassembler les CHRS, les pensions de famille, les résidences sociales, etc., quoi. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus incompatible avec la politique du logement d'abord. On pourrait très bien imaginer un logement d'abord regroupé, quoi, qui n'existe pas pour l'instant, mais voilà, qui reste à inventer. Et du coup, ça m'amène sur l'idée du droit à habiter que défendent certains chercheurs. Donc, je pense à Édouard Gardella, enfin, voilà, et tout le collectif aux frontières du sans-abrisme, qui eux défendent ce droit à l'habiter, qui est vraiment de pouvoir habiter dans des conditions dignes et décentes, mais quel que soit le type d'habitat,
même la rue, même le CHRS ou d'autres types, quoi, et voilà, et en finir avec cette norme du logement qui serait l'habitat unique pour tous, quoi. Du coup, de façon un peu concrète, voilà, je pense que vraiment cette idée de bien-traitance et de dignité, si on, si on voit les choses à travers ces paradigmes-là, ça peut changer beaucoup nos pratiques quotidiennes, avec par exemple faire en sorte que les CHRS deviennent des véritables chez-soi, ce qui passerait par des places pérennes de base. Moi, je milite vraiment beaucoup pour ça, hein. C'est-à-dire des places où on accepterait la dépendance des personnes accueillies. Mais qui dit place pérenne ne veut pas dire non plus que les gens ils vont y rester toute leur vie. Peut-être les gens qui seront vraiment dans cette idée de partir vite, eh ben, ils partiront vite. Que les gens qui ont besoin de plus de temps, eh ben, ils pourront prendre le temps dont ils ont besoin. Et que les gens qui ont besoin d'y rester jusqu'à la fin de leur vie, ben, ils y resteront. Donc vraiment sortir de cette logique du turnover. Ce qui veut dire aussi refondre les règlements de fonctionnement en les calquant au plus possible avec le droit commun. Donc possibilité d'héberger la nuit, possibilité de pouvoir cuisiner, d'avoir des animaux, etc. Un vrai pouvoir de décision pour les personnes sur la gouvernance des institutions, mais, mais sans aller jusqu'à l'injonction à participer, hein, ce qui serait l'autre risque. Au niveau de l'accompagnement, un accompagnement qui se ferait le plus modulable possible, avec un libre choix des personnes, donc à la fois d'être accompagné ou pas, de quelle façon, par qui, à quelle régularité, et où bah, les besoins sont vraiment définis par les personnes elles-mêmes, qui sont les experts de leur propre vie, et non pas les travailleurs sociaux qui seraient les experts et qui diraient les choses pour les personnes. Euh, donc vraiment l'idée que les professionnels puissent s'adapter aux besoins des personnes et non l'inverse. Et du coup, moi, je vois vraiment les professionnels un peu comme des ressources, ouais, des personnes ressources, mais au même titre que le collectif peut être une ressource, ou que le bâti peut être une ressource, ou, voilà, ou que les activités peuvent être des ressources. Je pense qu'il y a quelque chose à penser autour de la modularité aussi des participations financières. Ça a beaucoup été dit, hein, que le côté que de payer un loyer fixe, c'est quelque chose de très, très angoissant et compliqué pour beaucoup de personnes, qui ont souvent des ressources très fluctuantes, alors qu'une participation calculée sur un pourcentage de leurs ressources, ça les rassure beaucoup, parce que voilà, si un mois ils ne touchent rien, pas grand-chose ou rien, ben, ils sont protégés, ils ne vont pas se faire expulser. Et le dernier point sur, bah, sur la taille des unités. Donc, j'ai beaucoup dit que les gros collectifs, voilà, c'est plutôt toxique au final pour les personnes. Il faudrait plutôt penser sur des unités de petite taille, un peu sur le modèle des pensions de famille, hein, 20 places, 25 places. Alors, voilà, sur les monoblocs déjà existants, bah, du coup, c'est plus compliqué, mais peut-être à l'intérieur de ces gros monoblocs, il est possible de créer plutôt des unités au sein des monoblocs. Alors après, sur quels critères font faire ces unités? Moi, il me semble que il ne faut pas partir des problématiques des personnes, quoi. On ne peut pas faire une unité pour les personnes addictes, une unité pour les personnes schizophrènes, enfin, voilà, parce que ça n'aurait pas de sens, et qu'en plus, souvent, les personnes cumulent plusieurs difficultés, mais plutôt de partir des besoins que les personnes expriment, et notamment en termes de plus ou moins d'autonomie. Moi, j'avais fait une proposition pour Ribou, c'est vraiment juste un exemple, c'est juste à titre d'exemple, hein, où par exemple, on pouvait penser une unité plutôt de type urgence pour des séjours courts. Donc là, vraiment, les personnes, le fameux dépannage, le fameux coup de pouce, où les personnes vont partir rapidement. Une unité de place individuelle, mais pérenne, où les gens peuvent s'installer. Une unité de place pérenne, mais collective. Donc là, plutôt de type pension de famille ou même colocation, quoi. Et une unité plutôt de type médicalisé, donc pour les personnes vieillissantes ou avec des maladies chroniques, voilà. Donc, qui pourrait même être peut-être sur des statuts appartements thérapeutiques, enfin, à voir. Okay. Il y a quelques exemples, je trouve, donc, qui sont assez intéressants et inspirants, enfin, dont on pourrait s'inspirer et les dupliquer. Je pense au modèle des foyers logements du côté de la gériatrie, où les personnes peuvent vivre de façon assez autonome, mais il y a quand même la possibilité du collectif, il y a la possibilité d'accéder à certaines prestations, type repas ou pas repas, mais un peu en fonction des besoins et des capacités des personnes. Il y a tout ce qui est autour de l'habitat participatif, voilà, qui a été pas mal développé depuis la loi Allure, alors qui généralement est plus pour l'accès à la propriété, mais qui marche aussi pour la colocation. Donc ça, c'est vraiment l'idée de combiner des espaces privatifs et des espaces communs.
Après, quelques exemples plus ponctuels, il y a vers Aix-en-Provence, la Maison des Pritanes, donc qui est un lieu vraiment pour des personnes avec des grands parcours de rue et qui ne rentrent pas du tout dans les cases des CHRS classiques et qui ne souhaitent pas y aller, mais qui est un lieu pérenne où les personnes peuvent rester voilà, toute leur vie si elles le veulent, et ils ont obtenu le statut de CHRS stabilisation d'ailleurs. À Grenoble aussi, il y avait la place, hein, donc qui était dans ce même état d'esprit. Et je termine par un projet que j'aime beaucoup, qui est le projet Zone Libre, qui est porté par Alinea, voilà, qui est, depuis quelques mois, qui est vraiment l'idée d'un habitat évolutif, où il n'y a pas l'idée que les personnes doivent s'engager dans des démarches pour pouvoir rester. Voilà, vraiment l'idée d'un lieu qui s'adapte aux besoins des personnes, et où les besoins peuvent dire de quelle façon elles ont envie d'habiter. Est-ce que c'est sur du semi-collectif? Est-ce que c'est en individuel, mais de l'appartement classique ou du camion, de la caravane? Voilà, c'est comme l'idée que les travailleurs sociaux, du coup, vont se démener pour coller aux demandes exprimées par les personnes. Et du coup, je vais conclure. En fait, moi, j'avais commencé cette enquête, je vais vous le dire, en étant très critique sur les CHRS. Moi, j'étais très militant, hein, du logement d'abord, et je le suis toujours, évidemment. Et du coup, j'ai commencé l'enquête en étant très critique et presque en me disant en arrière-plan, tiens, peut-être cette enquête, elle va montrer que les CHRS doivent disparaître, quoi. Et finalement, c'est pas du tout ça qui est apparu pendant l'enquête, et c'est même plutôt le contraire. C'est bien sûr le logement d'abord, très adapté à besoin de beaucoup de personnes, et là, ça, je ne le remets pas du tout en cause, mais aussi, je le nuance au fait que le logement d'abord ne s'adapte pas aux besoins de tout le monde, quoi. Certaines personnes ne peuvent pas y rentrer, ne souhaitent pas y rentrer. Ça, c'est vraiment important de prendre cette dimension en compte, des gens qui ne souhaitent pas aller en logement. Et que du coup, les CHRS ont un vrai rôle à jouer pour ces publics-là, mais par contre, en les repensant de façon assez profonde, quoi. Pas comme des lieux comme c'est actuellement, des lieux un peu mieux que rien, voilà, qui oscillent un peu entre fiction d'hospitalité d'un côté et coercition de l'autre côté. Voilà, donc de sortir un peu de cette fiction du chez-soi, mais pour aller vers un véritable chez-soi. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, et ce sera vraiment ma conclusion, c'est que aussi peut-être d'arrêter d'opposer les modèles, en fait. Où là, pendant 50 ans, on était sur le modèle de l'accueil en collectif et on ne jurait que par ça. Je parle des politiques publiques, hein. Et là, tout d'un coup, depuis 4 ans, on n'est que dans le paradigme du logement d'abord et tout le monde doit partir en logement. Et voilà, et en fait, il y a quand même un vrai intérêt à faire cohabiter ces différentes approches en fonction de vraiment pour coller au plus près des besoins des personnes et de les articuler en fonction de ça, quoi. Voilà. Je crois que je suis pas mal parce que 1h02, franchement, je suis pas mal. Voilà, j'ai été assez bavard. Peut-être voilà, vous pouvez prendre un peu de temps et je ne sais pas, peut-être il y a des questions qui ont surgi pendant cette présentation. Alors, ouais, alors je lis déjà les questions du slide, du chat. On me demande est-ce que le mémoire est trouvable pour l'instant. Alors, pour l'instant, il n'est pas diffusé, le mémoire. Par contre, je peux l'envoyer à tout le monde. D'ailleurs, je vais vous partager mon adresse email, comme ça, ceux qui ont envie pourront. Attendez, est-ce que je suis. Ah, bah, j'ai plus mon truc. En tout cas, je peux dire que le mémoire, il y a une version livre qui va en sortir, normalement, donc sur laquelle je suis en train de travailler. Donc les éditions RS qui souhaitent le publier. Et voilà, donc je suis en train un peu vraiment de le travailler pour le rendre plus facilement accessible, voilà, et moins universitaire. Voilà, je pense que là, vous devez voir l'écran où mon adresse email s'affiche. Donc voilà, si vous souhaitez continuer la discussion aussi après coup, si vous souhaitez que je vous envoie le mémoire, c'est possible aussi. Profitez-en tant que le livre n'est pas sorti, je l'envoie gracieusement. Merci beaucoup Cédric. Je vois qu'il y a une première question, David Lomé qui lève la main, donc je te laisse poser la question, David. Coucou, bonjour, pardon, j'ai l'impression qu'on était tous les trois, donc désolé. Salut Cédric, merci pour cette super présentation. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, je laisse volontiers ma place, que moi j'ai le plaisir de voir régulièrement Cédric. Moi je suis David Lomé, je suis donc voilà. Donc s'il y a d'autres mains, Justine, n'hésite pas à filer le crachoir. Je continue. Oui, carrément. Okay.
Donc, moi, je travaille à Océlia. Je suis responsable de la formation continue pour Grenoble et Chirol. Et auparavant, je suis travailleur social et j'ai eu la chance d'être chef d'un service que Cédric a cité, merci, qui c'est La Place, et puis à l'origine également de Totem, de la rue au logement. Donc, merci, c'est vraiment super intéressant. J'ai plein de choses moi, à discuter avec toi. Moi, déjà, je te remercie d'avoir rappelé la question des règlements intérieurs qui sont à voir au niveau du CHRS. Peut-être un petit peu en termes de discussion, le logement d'abord, sur ta conclusion. Le logement d'abord, il est hyper protéiforme, il est multiforme. Donc, il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Un service comme Totem qui relève de la politique de logement d'abord, la question des dispositifs chez soi d'abord aussi, il y a plein de choses qui sont adaptées. Donc, résumer à un moment donné le logement d'abord à quelque chose qui s'est uniquement accompagner des gens dans un logement, sans prendre le périmètre et l'envergure de tout ce qui peut être à côté pour à la fois accompagner sur du très long terme, c'est le cas de Totem par exemple, ou alors réfléchir sur des formes pour lutter contre l'isolement, en tout cas sur plein de choses. Je trouve que c'est un peu réducteur. Je suis absolument d'accord avec toi sur la question d'arrêter de comparer les dispositifs. Et pour le coup, la question de la place des CHRS, elle se tient. Et moi, ce que j'aimerais mettre, j'en arrive maintenant à peut-être deux questions. Je suis toujours embêté, moi, avec cette question de capacité de vivre dans un logement. Moi, ça m'ennuie. De la même manière, sur comment est-ce qu'à un moment donné, dans une scène qui est celle du CHRS, il y a des enjeux qui font que les personnes, la question du vouloir et du pouvoir peut aussi être discutée. Au-delà de l'outil que tu as créé qui est hyper chouette, hyper intéressant, la question du vouloir partir, du pouvoir partir, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on peut permettre ou pas la question d'expérimenter, de tenter, et avec toute la notion qui est de permettre des allers et retours pour justement sécuriser les différentes possibilités de tenter Donc, et à un moment donné, tu as pu citer, ce n'est pas parce qu'une personne a la capacité d'habiter en CHRS qu'elle peut habiter en logement. Moi, j'ai envie de te dire, et inversement. La question d'habiter en CHRS, ça peut être aussi très problématique. Donc, tout ça moi, j'ai envie de te réinterroger sur la question de la capacité à, avec un biais qui est que tu étais éducateur dans cette structure, les gens te connaissaient, la super aussi trouvaille que tu as eue, c'était de pouvoir intervenir avec 4 résidents qui étaient des co-enquêteurs. C'est aussi malgré tout un biais. Donc, c'est comment à un moment donné, cette question aussi au regard de ce qu'on peut livrer à des enquêteurs qui sont aussi partie prenante de la structure, peut aussi amener des choses à invisibiliser des envies, des volontés sur cette question-là. Donc voilà, je ne sais pas, c'est un petit peu confus, mais moi, voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment être la question sur la capacité à, sans l'avoir expérimenté ou sans avoir permis aux personnes de pouvoir expérimenter de manière sereine cette question du logement. Oui. Merci Cédric. Déjà, David, je te remercie de me porter cette nuance par rapport au logement d'abord. Mais clairement, des services comme Totem, La Place, Zone Libre, je trouve vraiment dans le bon sens, mais malheureusement reste très minoritaire et même juste des expériences pour l'instant. J'espère que ça va se pérenniser. Sur les capacités à vivre en logement, pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui a émergé du terrain et des paroles des personnes. Je n'étais pas du tout là-dessus à la base. J'étais plutôt sur le postulat que tout le monde avait les capacités à vivre en logement. Et du coup, ils ont beaucoup exprimé ça dans les entretiens, parce que souvent, ils avaient vécu en logement avant et qu'ils s'en étaient fait expulser. Mais après, tu as bien sûr complètement raison sur le fait que c'est pas parce qu'ils expriment ce fait qu'ils n'en sont pas capables et que du coup, ils le refusent, qu'on peut pas, que les travailleurs sociaux n'ont pas de rôle à jouer, bien sûr. Notre rôle à jouer, c'est aussi d'essayer de leur donner l'occasion d'expérimenter. Moi, je pense, dans le mémoire, je cite un cas d'une personne qui avait vraiment un très très long parcours de rue et qui avait adhéré au CHRS, qui était déjà un petit peu miraculeux. Bon, on le laissait un peu tranquille, il faisait sa vie. Et en gros, à un moment, il y a eu l'idée de... Voilà, parce qu'il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans les parcours, en fait.
Et du coup, je lui ai dit, tiens, mais est-ce que tu n'aurais pas envie de tester un de nos studios autonomes là? Et voilà, mais moi, quand je l'ai proposé, c'était vraiment parce qu'il y avait cette pression de, tiens, lui, ça fait quand même 3 ans qu'il est là, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son parcours. Et du coup, je lui ai dit, tiens, ça te dirait de tenter ça, puis si ça se passe pas bien, bah, tu retourneras en chambre, et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Et clairement, ça a été un déclic complet chez ce gars-là. On avait un très très bon lien de confiance, hein, clairement. Euh, où là, donc déjà, il a accepté le studio, ce que vraiment je ne croyais pas du tout. Alors, par contre, il n'a pas eu que j'aille le défendre auprès de mes collègues parce que ce gars-là, sa chambre, c'était Beyrouth. Et du coup, on lui a dit, ah bah oui, on va lui donner un studio, donc ça va être encore plus Beyrouth. Bon, voilà, je lui ai dit non, mais on fait un essai, et puis si ça va pas, voilà. Et en fait, ça a été un véritable déclic chez ce monsieur où d'un coup, il m'a dit, Cédric, tu m'as fait confiance, et ben, je vais être à la hauteur de cette confiance. Alors, c'était bon, l'argument qui, pour lui, a été l'argument coup de pouce. Bon, mais du coup, le fait est qu'il s'est maintenu dans son studio, plutôt pas mal. En tout cas, il ne s'est pas laissé mourir de faim, voilà. Et qu'au bout d'un moment, de lui-même, il a dit, ah bah tiens, en fait, je voudrais bien un logement finalement, parce que finalement, je vois que, ok, je suis capable, quoi. Et du coup, il est parti en logement depuis, donc c'est un des gars qui a été interrogé pour le mémoire. Voilà, donc là, un peu success story sur ce monsieur-là. Parce qu'à l'inverse, on aurait pu lui proposer ça et être la cata complète. Après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on est dans quelque chose d'assez protecteur, hein, dans le CHRS, où on peut vite revenir en arrière, alors que quand on est en logement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. À l'inverse, un autre exemple d'un monsieur alors, qui naît d'un autre CHRS où il était resté 5 ans, donc monsieur grand schizophrène. Par contre, aucun trouble apparent, pas agressif du tout, super sympa. Mais par contre, zéro demande. Donc le CHRS Urgence nous l'avait envoyé en disant, bon, bah, allez, ça fait 5 ans qu'il est là, ça serait bien qu'il se passe quelque chose maintenant. Donc il arrive chez nous, mais alors, vraiment, la seule demande qu'il exprimait, déjà c'était difficile de rentrer en lien avec lui, c'était de partir sur sa base secrète, quoi. Et régulièrement, il me disait ça, je veux partir sur ma base secrète. Donc voilà, on voit bien que c'était compliqué et on essayait de lui amener des pistes, pension de famille, puis il refusait tout en bloc, il refusait tout. Moi, c'était je veux partir sur ma base secrète. Et à un moment, ce qui a été acceptable pour lui, c'était de partir dans un logement à condition que ça soit à côté de la gare de la Part-Dieu. Parce que visiblement, sa base secrète il devait y avoir quelque chose du côté de la gare de la Part-Dieu. Et du coup, donc on lui a proposé de passer dans un studio autonome pour voir comment il se débrouillait au niveau de la bouffe. Bon, voilà, il s'achetait des plats tout prêts, il ne se laissait pas mourir. L'hygiène, c'était pas génial, mais c'était pas non plus la cata. Il avait une tutrice qui prenait absolument tout en charge. Donc, on n'avait pas de souci de ce côté-là. Donc, on s'est dit, bon, bah, finalement, ok, il peut répondre à ça. Et on l'a fait rentrer dans les procédures classiques. On a réussi à trouver un appart juste à côté de la gare de la Part-Dieu. Il a accepté d'y aller. Donc, voilà. Donc là, on pourrait dire success story aussi. Sauf que 6 mois après, on apprend que ce gars-là, il s'est fait prendre complètement le contrôle de son logement par un dealer. Et qu'en plus, il est tombé dans la came à fond. Et que le dealer a pris le contrôle de son logement et que du coup, il a préféré quitter le logement et retourner à la rue. Donc, comme il y a 10 ans, en fait. Et du coup, voilà, cet exemple, il amène aussi à amener l'exemple inverse. Effectivement, on peut tester des choses au sein du CHRS, mais sauf que ce n'est pas les vraies conditions de la vraie vie du logement. Il y a des choses qu'on ne peut pas tester, notamment sur le fait de se protéger de l'extérieur, quoi. Très clairement, ce monsieur, il aurait eu besoin de rester toute sa vie au CHRS, quoi. Voilà. Tu mitiges ça, David? Non, mais c'est passionnant parce que, comme tu disais tout à l'heure, hein, ça fait partie d'un parcours, d'une histoire et on n'a pas la fin de l'histoire. Donc, mais je laisse ma place mais sur la question de pouvoir à un moment donné aller là où les personnes souhaitent aller, c'est évidemment qu'on se rencontre. Donc, merci Cédric. Merci David. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des réactions sur le contenu. Oui, alors, je n'ai pas trouvé le moyen de lever la main. Lucas Fener, je suis directeur opérationnel du pôle hébergement collectif à Alinéa. Merci pour toute cette étude qui revient sur énormément de choses qui nous traversent dans l'ensemble des CHRS du pôle.
tout à fait passionnant et vraiment beaucoup de choses qui se recoupent. Assez sensible, moi, de mon côté, à cette question d'avoir une durée de séjour courte quand c'est possible, longue quand c'est nécessaire et quand c'est souhaité. La question aussi vraiment de ne pas opposer les modèles entre ce qui relève du CHRS et du logement d'abord, puisque l'idée est de pouvoir construire des solutions adaptées à ce que les personnes recherchent, adaptées à leurs besoins. Et donc, en fait, il y a des choses qui doivent se trouver entre les deux. Nous, ce qu'on expérimente, c'est plutôt un témoignage et un partage que je voulais apporter. Ce qu'on expérimente aujourd'hui sur les dernières structures qu'on a ouvertes, notamment en occupation temporaire, ce sont des établissements type CHU, CHRS qui vont proposer des hébergements un peu sur un format de semi-collectif. Donc, c'est des appartements sur format individuel où chacun peut se faire à manger, donc vivre dans un appartement, je dirais, un peu classique, au sein d'un grand ensemble. Pour toutes ces personnes-là qui n'ont justement pas accès au logement d'abord, puisque c'est vraiment un constat qu'on fait et qui est difficile à traiter, que dans cette logique du logement d'abord, toutes les personnes avec des difficultés administratives ne peuvent pas y accéder et que beaucoup de personnes se retrouvent sur le côté de la route. Et on constate sur ces structures-là qu'en effet, en termes de vie collective, en termes de collectif choisi, en termes de vie individuelle, eh ben, c'est beaucoup plus souvent ça vit mieux, ça vit avec beaucoup plus de plaisir. Et en effet, c'est des structures qui viennent nous pousser dans nos retranchements du côté les gens sont chez eux, chez nous. Comment on fait évoluer ou non nos règlements, comment on accompagne cette logique-là. Et donc, c'est un peu en tout cas la réflexion dans laquelle on est. Et je serais très intéressant de pouvoir rééchanger avec toi, Cédric, sur ces questions-là, sur quel est l'avenir un peu du CHRS collectif. Il répond à des besoins, il répond à des besoins de lutter contre l'isolement des personnes, à un besoin d'étayage varié. Et est-ce que peut-être ces CHRS semi-collectifs ou du diffus en collectif, je ne sais pas comment les appeler, serait une évolution intéressante? Ouais, merci Lucas, je m'attendais à ce que tu prennes la parole. et, et bravo pour le projet Zone Libre, ce qui est vraiment, je trouve, un projet qui va complètement dans le sens de ce qu'on devrait travailler. Pour le coup, Zone Libre, je trouve ça intéressant. J'étais hier à Zone Libre, du coup. Ce que je trouve intéressant, donc c'est un lieu qui est pensé pour être un lieu de vie pérenne, alors, même si pour l'instant c'est juste des financements expérimentaux pendant 3 ans, je crois, mais quand même c'est pensé comme un lieu de vie pérenne, et on voit que malgré tout, ça fait 9 mois, je crois, il y a déjà des gens qui sont partis en logement malgré tout. Ça ne veut pas dire que les gens, c'est pas parce que c'est pérenne que les gens vont s'y installer toute leur vie, en fait. Voilà. Tout à fait. Alors, pour compléter, parce qu'il y a Zone Libre en effet, mais c'est vrai que là, les 2 dernières structures qu'on a ouvertes sur le pôle hébergement collectif, c'est notamment au CHU Alfred de Musset, un centre d'hébergement en modulaire, où du coup, on est passé d'une occupation temporaire où les personnes habitaient dans des anciennes salles de classe avec des sanitaires collectifs, des cuisines collectives, à de l'habitat individualisé, donc où les familles, du coup, ont chacune leur cuisine sur vraiment comme un format d'habitat partagé. Donc, je parlais aussi de celui-là, et puis de l'occupation temporaire qu'on a ouvert depuis octobre sur le site de Château-Gaillard, où du coup, on a essayé de travailler quelque chose. C'est pour ça qu'après, je serais intéressant qu'on puisse en rééchanger sur ces expérimentations et voir ton regard aussi là-dessus. On a récupéré une résidence autonomie dans laquelle on n'a que des petits T1 autonomes, et ça nous a permis d'accueillir plusieurs personnes, notamment des centres d'hébergement comme pour ceux qui les connaissent, Carteret ou d'autres, de personnes qui n'en pouvaient plus du collectif, pour proposer en fait des parcours résidentiels, donc d'accéder à du logement indépendant. Et du coup, c'est toujours un peu frustrant sur cette question-là, puisqu'on a la sensation, on permet à des personnes qui n'en peuvent plus du collectif d'accéder à un logement individuel au sein d'un grand ensemble. Et du coup, la frustration qu'on peut avoir, c'est qu'on a la sensation de créer des parcours résidentiels un peu synthétiques, puisque du coup, ces personnes n'ont pas de toute façon accès au logement classique, social, autonome. Mais en tout cas, c'est des démarches qu'on essaie de mettre en œuvre, et je serais très intéressé à te les partager. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, peut-être au niveau des travailleurs sociaux qui participent ce midi à la rencontre et au webinaire et qui sont sur le terrain, peut-être dans d'autres CHRS? Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des remarques? Je sais que c'est pas facile en visio, mais S'il n'y a pas forcément de questions, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. C'était aussi, quand on en a parlé avec la Fédé, c'était de pouvoir effectivement mutualiser les pratiques et aussi après pouvoir être plus forts tous ensemble pour faire remonter des choses auprès des financeurs et de leur faire comprendre les réalités de terrain, etc. Donc,
une dimension plutôt de l'ordre du plaidoyer, et voilà, où la Fédé a complètement vraiment tout son rôle à jouer là-dessus, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas des travailleurs sociaux dans leur coin, ou même une institution toute seule dans son coin qui expérimente des choses, qui permettra de faire évoluer les politiques publiques au global, mais en étant tous ensemble, quoi. Oui, puis en fait, vous faites tous aussi sûrement des choses et des expérimentations. Alors là, comme l'a présenté Lucas, qui sont voilà, plus institutionnelles, plus structurées, mais je pense qu'au niveau des pratiques, il y a aussi plein de choses que vous faites ou qui se passent dans les CHRS et qui pourraient voilà, être un peu mis au pot commun pour contribuer à cette réflexion sur les pratiques, le devenir, la place aussi de ce type d'offres pour, enfin, dans un parcours au vu de la pluralité des besoins et des publics concernés, quoi. Ok, bah, s'il n'y a pas plus de réactions, est-ce qu'on s'arrête là pour ce midi? Moi, je veux bien participer encore. Hein. Moi, je ne te lâche pas. La face nous met à disposition Cédric pour… Tu n'as plus que 10 minutes, David. Profites-en. Ah, mais je reviens. Enfin, il n'y a que Lucas et moi qui sommes intervenus. Et, je pense que le modèle est pas très pratique, mais c'est cool, tu vois, sur la manière, quand tu parlais, Justine, de thésauriser. Au-delà de ça, c'est comment on porte ce genre de choses. Toi, sur la question de la capitalisation des expériences, par exemple la place, il y a quand même eu un bon bouquin qui a été fait, et que ce qui est rigolo, c'est comment est-ce que 10 ans après, avec l'appel à la manifestation d'intérêt, on voit ressurgir, et moi je suis plaisir de voir que Zone Libre, et j'ai pu être invité aussi à plusieurs reprises à Zone Libre, qui est vraiment, tu as raison, hein, c'est vraiment un chouette projet, mais comment systématiquement on réinvente la poudre avec des choses qui ont déjà pu exister, comment systématiquement on est encore une fois c'est des personnes qui sont au centre de… Comment aujourd'hui aussi, donc ça peut être une question parce que je pense qu'on va être complètement raccord ou pas d'ailleurs sur cette intervention-là, mais tu vois, dans cette crise du métier du social, comment cette approche que tu défends, à savoir que c'est comment s'adapter au mieux aux besoins des personnes, et ça fait écho avec la formation qu'on a eue ce matin, Justine et moi, sur les crises du métier du social, où certes il y a une question de fric, mais c'est pas ça qui anime les personnes. Nous on le voit au CELIA, les jeunes professionnels qui s'engagent dans les professions de travailleurs sociaux, ils se barrent parce qu'il n'y a pas de sens. On nous a vendu une offre où je dois être en lien avec des personnes, où je dois essayer de composer avec leurs rêves, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, Cédric. Et on est sur plutôt répondre à des registres de sortie et d'entrée, à être sur une to-do list de nominatifs de personnes, plus que d'être sur une construction de proximité, de tenir la main ou pas, de s'engueuler, de s'embrasser, ce qui amène aussi les personnes dans les formations du travail social, et ce qui les fait partir. Et ce que tu mets en avant, cette interrogation-là, ce que tu remets sur la table, c'est à la fois la défense des différents modèles de prise en compte du public, et qui reste comme fil rouge la personne concernée. Et ça, je pense que j'enfonce des portes ouvertes parce qu'on est tous convaincus de ça. Mais quand est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir prendre en compte cette donnée-là? Quand est-ce qu'à un moment donné, on va sortir? Et quand tu disais qu'il fallait que le CHRS puisse être pérenne, en plus, tu l'as dit dans ton introduction, les places CHRS doivent être pérennes. Les personnes peuvent y rester autant de temps qu'elles souhaitent. Tu l'as dit en avant, mais comment est-ce qu'il faut ramener tout ça? Et moi, j'adore, je vais le reprendre, hein, le mythe des 18 mois, je le citerai à chaque fois, mais c'est tellement vrai sur cette question de sortie. Néanmoins, il y a des dispositifs où on se rend compte, toujours dans des dispositifs qui relèveraient de la politique du logement d'abord, que ce soit les dispositifs AVDL, qui sont contraintes dans le temps, structurellement sont contraintes dans le temps, alors que par moment, il y aurait besoin d'une prolongation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la polyvalence de secteur n'a plus les moyens de pouvoir faire lien et relais dans une perspective de suivi et de sortie de dispositifs? Où en sommes-nous par rapport à des référents de parcours qui soient aussi pérennes? C'est ça aussi, c'est la question des repères potentiellement que les personnes ont besoin avec des structures. Donc, on est sur des structures qui défendent le CHRS, effectivement, sur certains modèles logement d'abord, que ce soit Totem, que ce soit Zone Libre, sur une pérennisation de la relation, une pérennisation en tout cas de l'interaction. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Quand sur les territoires, les relais ne sont pas ou très peu possible. Et ça fait partie aussi à un moment donné des défaillances, ou comment on en arrive aujourd'hui à avoir, et c'est le cas de Totem, hein, je ne suis plus responsable de Totem depuis quelques années, mais c'est toujours le même fonctionnement. Comment est-ce qu'on continue
à accompagner des personnes ponctuellement pour les rassurer, pour leur tenir la main quand ça ne va pas, pour leur faire les obsèques, parce que quand ils claquent, il n'y a personne et que ça fait chier tout le monde et que c'est juste inadmissible d'accompagner les personnes dans le trou sans qu'il y ait personne et sans qu'à un moment donné, non pas valoriser, mais en tout cas que ça puisse être pris en compte et qu'on puisse se défendre et pouvoir porter cette question-là de la parénisation. Quitte, et puis je m'arrête là, et puis je renverrai la balle à la face, hein, qui est notre fédération aussi politique, justement pour porter ce genre de parole, si tant est qu'elle est collégiale. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça suffit. Okay. Peut-être ça me fait penser à un truc, David, aussi, que je voudrais ajouter, c'est qu'on pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres domaines du travail social, ce qui se fait peu pour l'instant, et je pense notamment au champ du handicap, quoi, où il y a quand même des choses assez avancées là-dessus, autour de la prise en compte des besoins des personnes. Alors, je pense à Séraphin. Peut-être qu'on peut juger que c'est des usines à gaz très technocratiques, mais en fait, il y a quand même ce truc qu'au centre, il y a les besoins des personnes et que l'intervention des travailleurs sociaux se module en fonction de ces besoins-là, quoi. Et je trouve que cette idée-là est vraiment à prendre. Et globalement, je trouve que on n'a pas intérêt à continuer à raisonner en silo entre protection de l'enfance, grande précarité, handicap, parce qu'on voit que les champs, ils se brouillent beaucoup. Alors déjà, entre protection de l'enfance et le champ de la grande précarité, c'est juste la continuation, en fait, souvent. Et même par rapport au champ du handicap, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de rester peut-être toute leur vie en CHRS et qu'il faut qu'on puisse leur permettre. Et en même temps, dans le champ du handicap, il y a ce côté de la société inclusive où les gens qui souhaitent sortir des institutions, il faut qu'ils aient les moyens de le faire. Et que, du coup, en fait, finalement, tous ces champs, ils sont en train de se regrouper. Enfin, les frontières deviennent très brouillées, quoi, finalement, entre ces champs-là. Du coup, continuer à raisonner en trois grands champs qui seraient complètement étanches les uns aux autres, c'est peut-être dommage, quoi. Je voulais bien partager un petit dernier élément sans qu'on se fasse une discussion à trois, mais c'était très intéressant aussi cette question du sens pour les équipes et pour les travailleurs sociaux, parce que en écho à tout ce qu'on se dit, il y a aussi peut-être une sorte de revers de la médaille qui parfois est compliqué à traiter au sein des services, avec une sensation de perte de sens pour pas mal d'équipes dans les CHRS collectives qui, sur cette logique justement où les gens se sentent chez eux, doivent être chez eux, ont la part importante des décisions, avec une sensation de ne faire parfois que de l'hôtelier. Et aussi peut-être des fois une perte de sens, alors réelle ou ressentie, hein, avec une sorte d'un sentiment de dépossession qui est vécu sur leur capacité à faire évoluer la situation des personnes. Et je pense qu'il y a tout un enjeu justement à accompagner le travail social dans ces dynamiques-là, si on veut vraiment que les gens soient accompagnés à être chez eux. Oui, Madame Hartmann, vous aviez une réaction. Il faut ouvrir votre micro pour qu'on vous entende bien. Là, vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, alors moi, je ne suis pas du tout du milieu social, hein, pour le coup. Je suis vraiment venue partager le travail de Cédric, que j'ai trouvé vraiment formidable. Et de ce que peut-être ça peut juste être intéressant que je vous donne, moi, ce que j'ai peut-être compris, parce qu'il y a plein de termes que je ne sais pas forcément. Vous parlez beaucoup de noms d'instituts, etc., d'organismes que moi, je ne connais pas, je ne sais pas réellement ce qu'ils font, mais il y a quand même des points qui m'ont vraiment sauté aux yeux dans ce qui a été présenté. Notamment, là, j'entendais qu'on parlait d'accompagnement, et Cédric, tout à l'heure, a présenté un outil avec notamment des graphiques qui étaient adaptés par personne, et il suggérait Ah mince, malheureusement. du jeu, comment elles évoluent, etc. J'ai trouvé Ah, pardon. Vas-y, tu peux continuer. Oui, pardon. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et aussi sur le fait que les logements étaient disponibles 6 mois renouvelables. J'ai trouvé aussi que c'était des bons points d'amélioration à apporter. Voilà. Merci. Je vois que dans la discussion, il y a eu aussi des réactions de Madame Morel. Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour expliquer, détailler un petit peu et peu à peu ouvrir un peu la réflexion à l'issue de ce webinaire? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Ouais, Bon, bonjour. Moi, j'avais pas mis la vidéo. Voilà. Non, oui, moi, je suis conseillère technique au CREAI Auvergne-Rhône-Alpes et j'étais bénévole, membre du CA de l'ASSO, donc je connais un petit peu Cédric et un petit peu Ribou.
Et non, je réagissais juste au moment où tu parlais de l'approche par besoin dans le champ du handicap. Au même moment, je faisais un post, un commentaire sur le Zoom pour dire qu'effectivement, ce que tu évoquais, moi, ça faisait écho avec toute la dynamique actuelle dans le champ du handicap sur l'habitat inclusif, qui est bien et en lien avec cette approche des besoins, le concept d'autodétermination et de père aidance, qui sont vraiment au cœur des réflexions dans le champ du handicap actuellement, et qui ressemblent à ce que tu disais, quoi, de permettre aux gens de vivre comme ils veulent, de manière le plus proche du milieu ordinaire, et en même temps, voilà, c'est pour des personnes qui sont, pour qui le collectif n'est pas adapté, le logement individuel non plus, et voilà, donc c'est ce type de réponse qui se développe. Et puis sur les EHPAD aussi, même si à mon avis la route va être longue de leur côté, mais on voit quand même certains EHPAD qui... c'est comment aussi ouvrir les établissements à l'extérieur, faire rentrer l'extérieur dans les établissements, en fait. C'est pas seulement chercher à créer des choses ailleurs, mais c'est aussi comment faire de ces collectifs des lieux où on a envie d'aller rencontrer et qu'on ne soit pas seulement entre usagers et professionnels, quoi. Donc voilà, c'était juste en rebond aux réflexions d'aller aussi croiser les regards entre les champs de l'action sociale et médico-sociale qui restent effectivement très, très cloisonnés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant qu'on termine et qu'on clôture? Cédric, tu voulais peut-être réagir? Alors, c'est vrai qu'il y a une partie que j'ai un peu zappée dans ma présentation, parce que c'est un peu long, mais ce qui fait complètement écho à ce que tu viens de dire, Maud, c'est sur le fait que l'intervention des travailleurs sociaux, elle est un peu à deux niveaux. Elle est auprès des individus sur leurs rêves, leurs projets de vie, mais elle est aussi sur une approche beaucoup plus écologique de la prise en compte des individus dans un milieu, donc c'est-à-dire la prise en compte des personnes avec tous leurs réseaux sociaux, amicaux, familiaux, etc., et qui sont des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer aussi, ce qui est aussi le lien des personnes avec le quartier où ils vivent, et ça c'est quelque chose je trouve qu'on travaille vraiment pas assez bien, et clairement, ce que tu évoques, la rencontre avec l'extérieur, voilà, tu parles des tiers-lieux dans ton poste, c'est complètement dans cette dynamique-là. Sur le CHRS Ribou, j'en suis parti maintenant, mais en tout cas, on avait ce projet-là qui est en train de se lancer d'un lieu, donc un tiers-lieu, qui est un sas de rencontre entre les résidents du CHRS et le quartier, quoi. Et ce travail sur l'environnement, ça va jusqu'au niveau le plus macro, au niveau des politiques publiques. C'est ce que je disais par rapport au plaidoyer, et voire même sur le fait de faire changer le regard de la société au global sur ces personnes-là, quoi. Donc, moi, je pense à plein de projets, type projet radio, voilà, du côté de l'expression culturelle, où il y a l'idée vraiment de changer le regard de la société sur ces personnes-là, et aussi que ce sont des personnes très capables, vraiment une optique de déstigmatisation, quoi. Voilà. Je l'ai dit un peu rapidement, comme ça je l'ai placé. Mais... Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que lors d'un déplacement, j'ai discuté avec une directrice d'établissement, d'un CHRS, qui avant travaillait dans le médico-social, et elle me disait qu'en fait, ce qui était aussi très différent, c'est que dans le médico-social, il y a aussi derrière beaucoup les familles, la société civile en fait, qui se mobilise pour la prise en compte et l'accompagnement des personnes, alors que c'est beaucoup moins le cas dans le champ de la précarité, même si il y a des initiatives de collectifs, voilà, de gens de la rue ou de syndicats de gens de la rue, que voilà, on est aussi toutes ici potentiellement des porte-voix. C'est pas forcément un public qui mobilise beaucoup ou vers lequel il y a beaucoup d'actions de la société civile de manière générale. Et voilà, c'est vrai que ça reste aussi un enjeu dans le plaidoyer. Merci beaucoup aussi pour toutes les dynamiques. Je trouve aussi que les travailleurs sociaux sont souvent assez réticents, en fait, à travailler avec les réseaux des personnes. Oui. Les familles, en se disant non, ça c'est trop intrusif, on va pas ça leur appartient, on va pas s'en mêler, alors qu'en fait on pourrait vraiment s'appuyer dessus aussi, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant aussi comme retour.
En tout cas, ouais, merci beaucoup, du coup, Cédric, pour cette présentation, pour votre participation, même si elle était peut-être un petit peu timide pour les travailleurs sociaux qui n'ont pas forcément osé beaucoup nous faire de retour. Mais merci beaucoup. C'est forcément des chantiers qu'on va essayer de garder au travail et de réfléchir sur ces notions d'habitat, de réflexion aussi sur le CHRS, son rôle, les possibilités aussi d'innovation qu'on voit alors qui sont déjà présentes dans la région et qui mériteraient d'être peut-être davantage partagées, portées. Et voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est des dimensions qui intègrent complètement le plaidoyer de la fédération dans toutes les dynamiques actuelles autour des évolutions du secteur hébergement qui sont assez nombreuses entre les SIAO, les contractualisations CEPOM et plein d'autres dynamiques dont je ne vous noirai pas aujourd'hui. Mais merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. On vous revient vers vous aussi pour peut-être vous diffuser ce replay au mieux et n'hésitez pas à contacter Cédric si vous voulez disposer de son mémoire avant qu'il ne soit publié. Pour échanger avec grand Voilà. plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à tous et bon week-end.